Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Nous reviendrons tout d'abord sur l'enquête ouverte par Kigali sur le rôle d'une vingtaine de responsables français pendant le génocide. Le Rwanda demande la coopération de la France. Vous entendrez l'avocat d'un des officiers mis en cause. Son client serait d'accord de répondre, mais en France et à des juges français. Près de 900 000 Gambiens appelés aux urnes ce jeudi. L'opposant Adama Barrow tentera de déloger Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Un vote qui se déroulera de manière unique au monde avec des billes et des bidons. Et les explications de notre envoyé spécial. C'est une grande première sur le continent. Un vaccin contre le sida testé en Afrique du Sud sur plus de 5000 candidats. L'étude a démarré aujourd'hui, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH, et suscite beaucoup d'espoir dans ce pays. Le Rwanda est donc allé au bout de ses menaces. Kigali a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête sur l'implication présumée dans le génocide de 20 responsables français, des officiers pour la plupart. Et il pourrait y en avoir plus, selon le procureur général du Rwanda qui a demandé la coopération de la France. Et les précisions de Thaïs Brook à Kigali. Le procureur général du Rwanda l'assure, cette enquête n'a rien de politique. Il s'agit de l'aboutissement d'un processus d'enquête 22 ans après le génocide. Pourtant, les relations entre les deux pays se sont tendues dernièrement. Deux juges français ont décidé de relancer l'enquête sur l'attentat contre l'ancien président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Le témoin qu'ils veulent entendre accuse directement le président Paul Kagame d'être responsable de l'attentat. Nous avons toujours accepté leur demande de conduire des enquêtes au Rwanda pendant de nombreuses années. Nous avons des commissions rogatoires ici presque tous les ans, alors nous attendons une certaine réciprocité. En clair, vous êtes venus chez nous, à nous de venir chez vous. En tout, ce sont 20 personnalités qui sont concernées. Leurs noms n'ont pas été divulgués. Cependant, le 1er novembre, la Commission nationale de lutte contre le génocide avait publié une liste de 22 militaires français qui seraient, selon elle, impliqués dans le génocide. Parmi eux, il y a l'ancien chef d'état-major, Jacques Langsad, et l'ancien commandant de l'opération turquoise. Définitivement, cette enquête n'est pas de nature à améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays. Et est-ce que les militaires français mis en cause accepteraient de répondre à un interrogatoire? Écoutez ce qu'en dit l'avocat de l'un des commandants de l'opération turquoise cité dans l'un des derniers rapports au Rwanda. Écoutez. La justice rwandaise demande une coopération avec la justice française, ce qui suppose que les officiers français soient entendus en France. Et bien entendu, ils répondraient en France à des juges français, comme ils ont déjà eu l'occasion de le faire, et ça mènera au même résultat, c'est-à-dire à rien, puisqu'il n'y a strictement rien contre eux. C'est une hypothèse à la fois absurde et honteuse de penser qu'ils aient pu participer au génocide. La réalité, tout le monde la connaît. La justice française s'apprête à entendre l'ancien chef d'état-major de Paul Kagame. Paul Kagame en est fort mécontent puisqu'il sait que celui-ci va l'accuser d'une responsabilité directe dans l'assassinat du président Habyarimana. Et donc il allume un contre-feu immédiatement avec cette mise en cause qui est la 2e, 3e, 4e, 10e mise en cause des officiers français. Des propos recueillis par Roméo Langlois. Le président rwandais Paul Kagame a participé au sommet de la CEAC à Libreville avec 3 autres chefs d'État d'Afrique centrale, le Tchadien, le Gabonais ou encore le Centrafricain. Ils ont salué les efforts de N'Djamena et de Yaoundé dans la lutte contre Boko Haram. Les dirigeants ont également demandé à tous les partis de RDC d'accepter l'accord sur le report de la prochaine présidentielle. La Gambie, à quelques heures d'une présidentielle qui s'annonce plus que disputée, même si le président Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, n'entend pas le lâcher. Face à l'ampleur inédite des manifestations en faveur de l'opposition, le chef de l'État a rappelé que toute manifestation serait à nouveau interdite après le scrutin de jeudi. Un scrutin qui se déroulera de manière originale. Les Gambiens voteront avec des billes. Sarah Sako à Banjul. On n'utilise pas de papier, on utilise des bidons et des billes. 3 bidons métalliques aux couleurs des candidats et des billes transparentes. C'est un système bien particulier qui va permettre aux Gambiens de voter jeudi. Vous entendez la cloche? Et après que l'électeur a introduit sa bille dans l'urne de son choix, voici comment le décompte a lieu. Vous remuez, le sable et tout le reste descend, on les met là et on montre à tous les agents. Un vote. Nous constatons qu'aucun système ne surpasse le nôtre. Il est libre, juste et transparent, personne ne peut tricher.
Dans les stations de vote, comme cette école de Serekunda, au sud-ouest de Banjul, on se prépare aussi au scrutin. On est bien occupé là parce que nous préparons tout pour demain matin afin qu'il n'y ait aucun problème. Tout le monde va pouvoir venir et voter sans aucun accroc. Les électeurs sont attendus jeudi entre 8h et 17h. Le décompte commencera juste après le dernier vote. Et pour la première fois, les urnes scellées ne seront pas acheminées au niveau régional, mais décomptées sur place, dans chaque bureau. Une directive reste en revanche inchangée, comme à chaque élection en Gambie. Les vélos sont interdits, parce que quand vous votez, le bruit est celui d'une sonnette. Et certains de ces vélos font exactement le même bruit. Alors nous n'autorisons aucun vélo aux alentours, pas de bruit à moins de 500 mètres. D'après la commission électorale indépendante, les résultats pourraient être annoncés dès la nuit du jeudi au vendredi. Une attaque suicide au camion piégé a visé l'aéroport de Gao dans le nord du Mali. Pas de victimes, à part les assaillants, mais d'importants dégâts matériels. Les bureaux de la mission de l'ONU ont été détruits. L'aéroport a dû être fermé. Une attaque revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun. Et puis toujours au Mali, le procès Sanogo s'est ouvert dans le sud du pays, à Sikasso. L'ex-chef de la junte n'est pas jugé pour son coup d'État de 2012 qui avait plongé le pays dans le chaos. Il comparait avec 16 co-accusés pour l'assassinat de militaires bérets rouges dont les corps avaient été retrouvés dans un charnier en décembre 2013. Au Bénin, la tension reste forte dans les universités. Les associations d'étudiants sont interdites depuis la rentrée. Une décision prise après une manifestation estudiantine à Cotonou en août dernier. Depuis lors, tout fonctionne au ralenti. Certains services sont même à l'arrêt dans les campus. Regardez le reportage d'Emmanuel Sodji. C'est dans la plus grande discrétion et à l'arrière de l'université publique du Bénin que deux responsables étudiants tiennent une réunion clandestine. Par précaution, le lieu de rassemblement n'est jamais le même. Des policiers en civil surveillent les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce que vous proposez en termes de pression à mettre aux autorités pour que les associations retrouvent leur liberté? Boris Aké a été arrêté puis frappé en août dernier dans l'enceinte du campus. Son tort, avoir mené des actions de boycott d'examen pour protester contre l'organisation en faculté de lettres d'une seule session des épreuves sans celle de rattrapage. Ils étaient une vingtaine de gendarmes qui me rouaient de tous les coups avec leur ceinture, leur matraque, leur handiès, dans l'œil, dans le ventre. Je suis passé à tabac pendant à peu près 15 minutes. L'interdiction des activités des associations d'étudiants a porté un coup de frein à la vie du campus. Sans leur appui, tout fonctionne au ralenti. Les cours ont démarré depuis le mois d'octobre, mais jusque-là, les étudiants n'ont pas encore eu accès au service du transport, d'accord, ni au service de la restauration. Même la résidence, les résidences universitaires ne sont pas encore ouvertes. En réalité, le gouvernement chercherait à n'avoir qu'une seule association face à lui. Selon l'organisation Amnesty International, cette interdiction des activités témoigne d'une tendance alarmante à étouffer toute contestation étudiante. En interdisant, c'est une violation de la Constitution, en se disant qu'ils vont sortir un décret pour pouvoir restreindre, pour pouvoir contrôler comment est-ce que ces activités vont se faire, c'est encore une deuxième violation de la Constitution. 21 étudiants, dont Boris Aké, n'ont plus le droit de se réinscrire dans la plus grande université du Bénin pendant 5 ans. Ces étudiants n'ont plus de représentants pour négocier leurs conditions d'études. Et en lettres, vivier de la contestation, depuis 1 an, il n'y a plus eu de versement d'allocations universitaires. C'est l'une des études les plus ambitieuses jamais menées dans la lutte contre le sida. Un vaccin expérimental est testé depuis ce mercredi en Afrique du Sud, où le taux de prévalence de près de 20% est l'un des plus élevés au monde. Caroline Dumais et Stéphane Carstens ont assisté au démarrage de l'opération. C'est sous le feu des photographes que les premiers volontaires du vaccin contre le sida ont reçu leur première injection. Une opération qui s'est déroulée simultanément dans les 3 principales villes du pays, Durban, Pretoria et ici au Cap, au centre Desmond Tutu, qui a initié le programme. Les fondateurs du projet étaient même venus en personne pour convaincre. Le dernier essai clinique avait eu lieu en Thaïlande en 2009
Il avait abouti à l'immunisation de 30% des patients. Ça fait plus de 30 ans que les scientifiques accumulent les recherches. Nous avons été dans cette aventure depuis très longtemps. Et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. On aura un vaccin, on aura un vaccin. Ça a été une collaboration extraordinaire. Une entreprise globale, de mettre les meilleurs esprits et les meilleurs scientifiques ensemble. Et c'est très important, ce 30% obtenu en Thaïlande. Ça a été le fondement de tout. Pour la première fois, le monde a fini par admettre qu'un vaccin pouvait protéger contre le sida. 5400 volontaires âgés de 18 à 25 ans subiront le traitement pendant 3 ans. On injectera le produit à un groupe, un placebo à l'autre. Dans un pays où plus de 7 millions de personnes sont séropositives, cette expérience qui coûtera près de 100 millions d'euros apporte beaucoup d'espoir et les volontaires ne manquent pas. Mais non, j'ai pas peur. Je sais ce que je fais. Je suis bien informée, on nous a bien expliqué. Pour moi, tout se passe bien. J'ai une cousine qui a le sida et les gens se moquent d'elle et quand elle revient de la clinique, on raconte des trucs et je n'aime pas ça. À chaque fois, ça me fait un coup au cœur et c'est pour ça que je suis là. Awetu est fier de pouvoir un jour écrire l'histoire, même si les résultats de cet essai clinique ne seront sans doute pas connus avant 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue.